Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Terrible attentat samedi soir dans le quartier de l'Opéra qui a fait un mort et 4 blessés. Comme à chaque fois, on en revient toujours et immédiatement, de préférence via les réseaux sociaux, aux propositions intenables. Et seul contre tous jusqu'à 19h sur Sud Radio, je le dis, stop à la démagogie face au terrorisme. On va commencer par l'internement des fichés S. Il y en a plus de 20 000 en France, parmi lesquels des supporters de football ou des syndicalistes. Avant d'interner les fichiers S, il faudrait déjà, et ça prendrait du temps, faire un fichier cohérent. C'est pourquoi, je le dis et je le répète, seul contre tous, stop à la démagogie face au terrorisme. Allez, et même en écrémant le fichier, il y en a 4000 fichiers pour radicalisation. Alors, sachant qu'au 1er avril dernier, il y avait 70 637 détenus pour 59 459 places, ça fait 118% d'occupation globale et 143 dans les maisons d'arrêt. Est-ce qu'on va arriver à pousser les murs ? Certainement pas. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, stop à la démagogie face au terrorisme. Et puis, on a aussi les bonnes vieilles propositions. Cayenne, les Kerguelen, oui, il y a juste un petit truc. La Convention européenne des droits de l'homme que la France a signée, ce qui nous interdit strictement d'incarcérer des gens qui ne sont pas jugés uniquement sur un fichage, c'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, stop à la démagogie face au terrorisme. Allez, après l'attentat de Trèbes, c'était Manuel Valls qui aussi était allé, c'est pas que la droite, lui, il voulait interdire le salafisme. Ou excusez-moi, le cannabis, c'est interdit. Il n'y a pas de cannabis en France, si, c'est pas parce qu'on interdit quelque chose qu'il va disparaître comme par miracle. C'est pourquoi, je le répète, stop à la démagogie face au terrorisme. Enfin, pour la déchéance de nationalité, on ne peut pas déchoir de sa nationalité une personne qui n'a qu'une seule nationalité, puisqu'on n'a pas le droit de créer des apatrides pour les binationaux. Croyez-vous que les autres pays vont accepter des djihadistes qui ont commis ou qui sont censés commettre des méfaits en France ? Certainement pas. C'est pourquoi, je le répète, seul contre tous, stop à la démagogie face au terrorisme. Vous connaissez le principe de l'émission, vous nous appelez 0826 300 300 et vous votez d'accord, pas d'accord sur Twitter et Facebook. Pour répondre à Philippe David, ce soir nous sommes avec Jordan Bardella, porte-parole du Front National et directeur du FNJ. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Également avec nous par téléphone, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être une nouvelle fois avec nous sur Sud Radio. Jordan Bardella, je ne vais pas vous refaire le listing que Philippe David vient de nous donner un à l'instant inventaire à l'après-vert dans son introduction. Mais si on résume, vos propositions sont soit irréalisables, soit intenables, soit carrément contre-productives, et c'est sans doute le plus grave. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour qu'il y ait une union nationale, parce qu'elle est nécessaire face au terrorisme ? Alors, déjà, moi, je suis en désaccord avec les chiffres qui ont été avancés. Il n'y a pas 4000 radicalisés dans le pays. Il y a 20 000 fichiers S pour radicalisation. Il y en a 50 000 en Europe, entre 50 et 60 000, dont 20 000 fichiers S en tout. sont sur 20 000 fichiers S pour radicalisation. Il y a entre 5 et 6 000 fiches qui sont considérées comme dormantes. Et parmi ces 20 000, il y a 4 000 individus considérés comme de véritables bombes humaines. Ce sont les 4 000 très radicalisés qui sont inscrits au fameux fichier FSPRT. Deux choses. Soit vous êtes fiché S et vous êtes de nationalité française. Il existe dans le code pénal l'article 411.4, le fameux code d'intelligence avec l'ennemi, qui permet d'incarcérer, qui permet d'enclencher une procédure judiciaire à l'encontre de tous ceux qui ont un lien objectif avec le fondamentalisme islamiste, c'est-à-dire avec une idéologie ennemie qui tue, qui a tué de près de 250, entre 250 et 260 Français et fait des centaines de victimes depuis 2012. Et donc, ceux-là, ils doivent subir, s'ils sont de nationalité française, les fous de l'article 411.4 du Code pénal. Maintenant, si vous êtes fiché S, que vous avez encore une fois un lien objectif, c'est-à-dire que nos services sont capables de démontrer que par les actions qui sont les vôtres, vous êtes en capacité de porter atteinte à la sécurité nationale et que vous êtes de nationalité étrangère, eh bien dehors. Nous n'avons aucune raison, d'accueillir et de continuer d'accueillir sur le territoire national les individus qui représentent des menaces pour nos compatriotes et pour le pays. Je rappellerai qu'il y a entre 15 et 20, Jordan Bardella. il y a entre 15, et ben ça c'est le travail de nos services de renseignement et c'est le travail de la justice derrière. Je crois que quand vous consultez des sites djihadistes, quand vous avez des échanges sur Telegram avec un certain nombre de personnes basées en Syrie, je crois qu'on est en capacité. Je vais vous arrêter tout de suite. Nous, par exemple, en tant de que dire, journaliste, permettez-moi, on est Jordan capable Bardella, ou non de déterminer. Nous le faisons, par exemple. On est Il capable. nous arrive de le faire. Est-ce que je dois être jugé en tant que terroriste parce que je consulte des sites On est djihadistes ? capable, si vous avez des échanges avec des individus, mais je crois encore une fois qu'un juge, Si qu'un j'enquête magistrat, sur un réseau djihadiste et que je veux publier quelque chose dessus, est-ce que je dois être considéré comme mais terroriste ? vous êtes journaliste. Bon, donc vous n'avez pas à vous inquiéter, à moins que vous prépariez un attentat contre la nation française, ce que je ne crois pas. Bon, un juge doit être en capacité, avec le travail qui est fourni par nos services de renseignement,
de déterminer si oui ou non vous êtes en capacité de porter atteinte aux intérêts nationaux. Ça s'appelle l'intelligence avec l'ennemi. C'est dans la loi. C'est un texte de loi qui existe. Encore une fois, article 411.4 du Code pénal. Si à ce moment-là, c'est démontré que vous êtes de nationalité française, eh bien, vous subissez les foudres de cet article. Et si, encore une fois, vous êtes de nationalité étrangère, dehors. Il y a entre 15 et 20% des fichiers S qui sont de nationalité étrangère. C'est des chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, vous n'avez rien à faire sur le territoire national. Et puis, je crois qu'il faut mener la guerre au fondamentalisme islamistes qui pullulent encore une fois dans un certain nombre de quartiers, en fermant les mosquées radicales. Il y en a près de 120 qui ont été identifiées par nos services de renseignement. Elles n'ont pas été fermées. En expulsant notamment les prêcheurs radicaux étrangers qui sont sur le territoire national. Il y a un dossier dans le journal du dimanche hier. Et qui, oui d'ailleurs très intéressant ce dossier, on nous apprend qu'il y a une police des mœurs qui fait respecter la loi islamique dans le quartier de la Verrière dans les Yvelines. C'est assez édifiant d'ailleurs, et ça confirme ce que nous disons depuis un certain nombre de temps, à savoir que le fondamentalisme islamiste a pris le pouvoir aujourd'hui en France dans un certain nombre de quartiers, là où l'État régalien n'est plus en mesure d'assurer ses missions. Même Gilles Kepel, d'ailleurs, l'islamologue, le dit. Guillaume Bernard. Alors moi je crois qu'avant de rentrer dans la question, je dirais, des mesures à prendre, il faut peut-être essayer d'expliquer le contexte politique. Pourquoi effectivement cet attentat d'hier, avant-hier, a eu, je dirais, autant d'impact et a provoqué autant de réactions politiques que vous dénoncez, cher Philippe, en disant qu'elles sont outrancières. Bon, je crois qu'il faut s'attarder un tout petit instant là-dessus. Je crois que incontestablement l'espace politique qui est occupé par Emmanuel Macron étant très large, étant à cheval sur la droite et la gauche modérée, les partis politiques de droite ont la nécessité, d'une certaine manière, de s'affirmer et de cliver et de montrer qu'il y a une différence politique sur un certain nombre de sujets avec le macronisme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un contexte, je dirais, un certain nombre de déclarations qui ont été faites par des macroniens qui sont pour le moins très, très, très bancales. Il y a quelque temps, le secrétaire d'État Castaner qui a comparé la cornette des religieuses catholiques avec le voile islamique. Il y a quelques jours à peine, le député Fauvergue a d'une certaine manière, je dirais, assimilé les traditionalistes catholiques avec les intégristes. Non, il a parlé des prêches en latin, mais il n'y a plus de prêches en latin, même chez les traditionalistes ou les intégristes. Sauf que Guillaume Bernard, puisque vous citez Christophe Castaner a également déclaré à raison, et ce n'est pas vous, certainement pas vous, qui allez me contredire sur ce point. Il a rappelé qu'on allait en prison quand on était condamné, pas quand on était éventuellement, et il a insisté sur l'éventuellement, suspecté. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais oui, mais attendez, pardonnez-moi, je voudrais juste en quelques secondes terminer. La déclaration de Castaner et de Fauvergue montre qu'il y a incontestablement, je dirais de la part des macroniens, une volonté, je dirais, de lisser le problème en mettant dans le même sac tous ceux qui sont à tort ou à raison. Guillaume Bernard. On a perdu. On va essayer de retrouver la connexion avec Guillaume Bernard. Jordan Bardella, vous avez entendu Guillaume Bernard, on a un petit souci, on va le retrouver. Est-ce que quand même, il le disait lui-même, il y a des intérêts politiques et politiciens, les réactions à chaud, est-ce que c'est pas vraiment totalement hors de propos quand il se passe un attentat? Alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, l'autre jour, le tweet de Gérard Collomb qui disait que c'était un assaillant et pas un terroriste, une agression et pas un attentat, c'est du même acabit. Quel est le besoin, mais ça c'est Guillaume Bernard qui le disait, de réagir tout de suite, immédiatement via les réseaux sociaux? On peut vivre sans Twitter, rassurez-moi. Oui, on peut vivre sous Twitter, mais le besoin de réaction des politiques, c'est, je crois, un cri d'alarme, parce qu'encore une fois, nous avons subi un certain nombre d'attaques terroristes depuis 2012, et à chaque fois, l'histoire se répète, et rien ne change. À chaque fois, les individus qui s'en prennent aux Français, qui tuent, qui font régner la barbarie, sont systématiquement des individus qui soit sont fichés par le renseignement, soit ont été fichés par la police belge, soit ont été en contact avec l'État parce qu'ils ont un passif judiciaire. Nous sommes, je crois, aussi face à ce phénomène hybride où aujourd'hui, dans de nombreux quartiers français, vous pouvez passer très rapidement de la délinquance à la criminalité, à la radicalisation, et ensuite vous pouvez passer au Bataclan. Et je crois que c'est un des phénomènes qui va prendre de plus en plus d'ampleur dans les années à venir. On a retrouvé Guillaume Bernard et qu'il ne croit pas qu'on lui a coupé la parole parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. Non, vous inquiétez pas, cher Philippe. Vous savez en plus que je suis assez souvent séduit par vos manières de présenter les choses. Non, j'ajouterai un dernier point. Effectivement, la surenchère politique, elle s'explique aussi
par tout simplement la concurrence qu'il y a entre les partis de droite pour justement occuper cet espace politique de droite et essayer de repousser Emmanuel Macron. Mais est-ce que ça ne manque pas un petit peu de décence, Guillaume Bernard ? Alors, j'essaye d'expliquer pourquoi ça existe. Voilà. Non, mais je pose la question parce que vous le savez, tout le monde le sait autour de cette table qu'on fait face à un terrorisme low cost, on peut le souligner, on peut l'appeler comme ça, où n'importe qui, n'importe comment peut désormais descendre dans la rue pour tuer sans forcément. Pardon ? Ce sont rarement des loups solitaires. On n'a jamais vu la thèse du loup solitaire. Les loups solitaires, ça n'existe pas. Les loups solitaires n'existent pas. Ce sont systématiquement des réseaux, ce sont systématiquement des gens qui sont connus par nos services de renseignement. Donc je pense qu'on ne peut pas parler de loups solitaires. Mais pas forcément suffisamment surveillés. Est-ce qu'il a les moyens, et les forces de l'ordre même le disent, ils trouvent relativement irréaliste de pouvoir mettre des forces de l'ordre derrière chacune de ces personnes surveillées, jugées comme dangereuses. Donc c'est très compliqué de surveiller ces personnes. Et vous-même, que ce soit La République En Marche, le PS, le FN, les Républicains au pouvoir, vous serez soumis au même problème. Et aux mêmes problématiques. Oui, mais nous n'apporterons peut-être pas les mêmes solutions. Je crois que il faut saluer évidemment le travail qui est réalisé par nos policiers, le travail qui est réalisé par nos services de renseignement, qui ont déjoué aussi, je crois, près d'une 50aine d'attentats depuis 2015, depuis les premiers attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Donc il faut saluer leur travail. Maintenant, il manque incontestablement de moyens humains, de moyens financiers, de moyens matériels. La réalité, c'est que il n'y a pas de service unique de lutte antiterroriste en France. Vous avez une vaste coordination d'essentiellement d'unités de contre-espionnage qui sont regroupées autour de ce qu'on appelle l'UCLAT, entre 20 et 25 services, qui travaillent à ce contre-espionnage, mais il n'y a pas de service unique de lutte antiterroriste. Le rapport Fenech l'avait dénoncé il y a quelques années. Donc il faut aujourd'hui, je crois, un service unique de lutte antiterroriste, pourquoi pas rattaché au président de la République, rattaché au Premier ministre, et qui soit aussi capable d'embaucher et de recruter des policiers qui ont travaillé dans les banlieues, des policiers de terrain, qui connaissent les profils radicalisés et qui sont beaucoup plus à même de les déceler. Donc je crois qu'il y a un besoin de lisibilité aujourd'hui dans le renseignement français. Oui, nos forces de l'ordre font un travail exemplaire. Je crois qu'ils ont parfaitement bien réagi et de manière encore une fois assez rapide. On peut difficilement faire mieux. S'agissant de l'attentat, vous avez raison, à Opéra samedi. Maintenant, s'agissant de nos services de renseignement, oui, ils font un travail qui est extrêmement difficile, mais je crois que nous devons aujourd'hui leur donner beaucoup plus de moyens. Il faut se donner les moyens de mener la guerre au fondamentalisme islamiste. Guillaume Bernard, c'est avant tout pour vous un problème de moyens, la lutte contre le terrorisme ? Je crois que c'est un problème de contexte, c'est-à-dire que est-ce que c'est la justice traditionnelle qui doit s'appliquer, ou est-ce que effectivement, si l'on considère que nous sommes dans un état de guerre, dans ce cas-là, eh bien effectivement, il y a des mesures d'exception qui peuvent s'appliquer. Moi, je dois dire, et pour répondre à la question de tout à l'heure, sur laquelle j'avais un peu zappé pour parler d'autre chose, la question de la dangerosité, moi, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement, justement, dangereux, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que le fait que simplement quelqu'un qui est suspect et qui n'a pas commis d'acte soit susceptible effectivement d'être emprisonné de manière préventive, ça me paraît extrêmement attentatoire aux libertés publiques, et ça peut s'appliquer aujourd'hui aux islamistes, et on va considérer que c'est très bien parce qu'effectivement ce sont des fous dangereux, mais d'un autre côté ça pourrait parfaitement s'appliquer à d'autres catégories de la population. Et vous savez, nous dans le bocage, on se souvient de la loi des suspects, donc par conséquent effectivement moi je suis très dubitatif sur cela. En revanche, il est bien évident qu'il y a une cinquième colonne en France. Une cinquième colonne qui prospère grâce à une certaine, je dirais, non pas complicité... C'est ce que Christian Estrosi avait dit il y a quelque temps déjà. Mais bien sûr. C'est-à-dire sur le fait que, il y a une acceptation, je dirais, de ce qu'une idéologie puisse se développer, puisse être enseignée. Et donc le problème, c'est tout simplement de couper le mal à la racine. C'est de reconquérir effectivement culturellement une partie des territoires français dans lesquels ce n'est pas le non-ordre, ce n'est pas des zones de non-droit, c'est un ordre de substitution qui s'est imposé à l'ordre public français. Un ordre généralement soit islamiste, soit un ordre, je dirais, de délinquants. Et donc c'est véritablement cela qui doit être mis en jeu. Et donc par conséquent, je crois que s'il doit y avoir des mesures drastiques qui doivent être prises, eh bien il faut dire clairement les choses, que c'est dans le cadre d'un état d'exception, d'un état de guerre. Donc il faut rétablir l'état d'urgence selon vous ? Non seulement, je pense que c'est plus qu'un état d'urgence qui mériterait d'être appliqué, tout simplement pour une question de cohérence
de cohérence, juridique. Je pense que utiliser des mesures d'exception dans le cadre des libertés publiques dans un état de paix, c'est attentatoire aux droits des citoyens. En revanche, effectivement, si l'on considère qu'il y a un ennemi et que cet ennemi est identifié en raison d'une certaine idéologie, dans ce cas-là, on applique des mesures extrêmement drastiques, mais des mesures dans un état de guerre. Guillaume Bernard, c'est tout à fait différent. Guillaume Bernard, vous avez dit que ça vous fait peur dans certains cas. Je vais créer un nouveau mot, mais vous allez le comprendre. Est-ce que c'est pas une guantanamisation du droit? Oui. Si jamais on incarcère les gens sans même... Alors, le verbe n'existe pas, pardon, je suis désolé. L'intelligence avec l'ennemi, ça existe dans le code pénal. Oui, mais là, c'est... Enfin, je veux dire... Non, mais là, à Guantanamo, il y a des gens qui étaient incarcérés, par exemple, sur qui il n'y avait rien. Oui, non, mais d'accord, mais là, il ne s'agit pas de créer une loi, il s'agit d'utiliser bah, les moyens... Non, mais je si, pense qu'il y a des situations d'exception. Il faut effectivement des moyens d'exception. Là où je rejoins ce qui a été dit, c'est que... encadre cette intelligence avec l'ennemi dont vous nous parlez? Là où je rejoins ce qui a été dit, c'est que effectivement, dans un certain nombre de quartiers, je crois que l'État français a perdu totalement le contrôle et qu'aujourd'hui, on a confié les territoires perdus de la République. Et oui, et moi je peux vous en parler parce que je suis élu de banlieue, je suis élu en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi dans ces territoires. On a aujourd'hui effectivement transmis les clés de la boutique à des minorités religieuses qui font la loi et qui remplissent les missions que l'État régalien n'est plus en mesure d'assumer, faute d'une autorité suffisante et faute d'avoir voulu fermer les yeux pendant un certain nombre de temps sur une fracture qui, dans les banlieues, notamment au travers de la politique de la ville, n'était pas économique, mais culturelle et même cultuelle dans un certain nombre de quartiers. Donc, moi, avant d'aller récupérer les djihadistes à l'étranger, les accueillir sur le territoire national, comme veut le faire M. Castaner, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on s'attarde au séparatisme et à cette partition de la société française avec un islam politique qui est en train de s'instaurer aujourd'hui dans un certain nombre de banlieues. Guillaume Bernard, rapidement, cette guantanamisation, ça vous fait pas un peu peur quand même ? Ça me fait pas peur à condition que les choses soient clairement dites, c'est-à-dire que c'est dans un état de guerre. Guantanamo, c'était l'armée. Je vous rappelle que la procédure pénale aux États-Unis, quand c'est dans le cadre de l'armée, c'est une procédure inquisitoire. Exact. Alors bon, ça tombe bien, on a encore la ligne qui a coupé avec Guillaume Bernard. On a tout le temps pour le retrouver. On est ensemble jusqu'à 19h. Je vous rappelle que ce soir, Philippe David estime que l'opposition ce week-end a quand même fait preuve de démagogie pour répondre à l'attentat qu'a connu une nouvelle fois la France. Il dit stop à la démagogie face au terrorisme. Et pour l'instant, vous êtes 83% auditrices et auditeurs de Sud Radio à être d'accord avec lui. Vous continuez de voter, bien sûr, sur Twitter et sur Facebook. Vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio. Philippe David, seul contre tous. Et ce soir jusqu'à 19h sur Sud Radio, dans Seul contre tous, je le dis, oui, stop à la démagogie face au terrorisme. Et on est avec Jordan Bardella qui est toujours avec nous, porte-parole du Front National et directeur du FNJ également. Avec nous, toujours pas, mais on va le retrouver dans quelques instants. Guillaume Bernard, qui est politologue il ne se cache pas. Spécialiste de la loi. Il ne se cache pas, il a des arguments, comme toujours. Guillaume Bernard, il vient souvent nous voir sur Sud Radio. Mais alors justement, Jordan Bardella, le temps qu'on retrouve Guillaume Bernard, mais on va y arriver, on n'a pas de doute là-dessus. Il y avait, alors si on doit mettre en prison les fichés, les incarcérés de nationalité française. Il y a aujourd'hui, au 1er avril, il y avait 70 637 détenus pour 59 459 places en prison. Ça fait c'est précis, ça fait un taux d'occupation global de 118, je vous passe les virgules, 118 et des brouettes %, et de 143 et des brouettes % en maison d'arrêt. Comment est-ce qu'on va faire ? On va pousser les murs ? Vous touchez là à un sujet qui est extrêmement grave et qui n'a pas été réglé par les gouvernements qui se sont succédés. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est la saturation totale de notre système carcéral, le fait que le personnel pénitentiaire travaille également dans des conditions de plus en plus difficiles. Et moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer notamment à Fresnes, lorsqu'il y avait eu les événements début janvier. Il nous manque aujourd'hui 40 000 places pour pouvoir atteindre la moyenne européenne. Il y a 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées chaque année immédiatement après faute de place suffisante totalement, et je crois qu'il y a près de 1700 détenus qui en France dorment sur des matelas à même le sol, ce qui pose des problèmes évidemment d'incarcération qui sont absolument inacceptables. Et de dignité. Donc si aujourd'hui on veut appliquer la tolérance zéro en matière d'insécurité, si on veut pouvoir rétablir les chaînes des peines, parce que
Pardon, mais la prison est aussi devenue, il faut quand même le rappeler, un incubateur de la radicalisation. Et dans un certain nombre de cas, on a vu d'anciens délinquants, d'anciens criminels passer par la case prison et se radicaliser en prison au contact d'un certain nombre malgré une proposition venue de la droite qui consistait à mettre à l'isolement des condamnés pour radicalisation. Et la droite est au pouvoir, donc la droite aurait dû le faire. Donc aujourd'hui, il y a un besoin effectivement de créer des places de prison pour ne serait-ce qu'atteindre déjà la moyenne européenne. Et puis deuxièmement, il faut aussi mieux isoler les détenus radicalisés et mieux les isoler dans les c'est dans les déjà centres le cas, Jordan Bardella. Je vais vous les citer, je les ai sous les yeux. Il y a 5 unités dédiées qui ont été créées dans des prisons. C'est à Fresnes, à Fleury-Mérogis, à Osny, à Lille-Annelin. Et ça, c'était déjà en 2016, déjà en début d'année 2016. Donc il y a un pas qui a été fait là-dessus, mais ça n'a pas prouvé son efficacité. Il y a 1400 détenus qui aujourd'hui dorment dans nos prisons. Maintenant, moi, le sujet que je voudrais aborder, c'est le suivant, et c'est en lien. Depuis 2012, il y a 260 djihadistes qui sont partis combattre à l'étranger. 70% d'entre eux sont revenus. Plus et de ont 260. Sur les 260, 70% depuis 2012, 260 djihadistes. Ah non, il y en avait 700 qui étaient... Non, 260 djihadistes. 258 précisément. 258 sont partis, sont revenus sur le territoire national, ce que je vous dis. 70% d'entre eux ont été incarcérés dans nos prisons, pour des peines généralement autour de 7 ans, et sortiront dès 2019 dans nos rues. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces véritables bombes humaines ? Pour reprendre la phrase de Thibault Montbrial, l'avocat au barreau de Paris, qui a donné une interview au Figaro, il nous explique que le pire est à venir, que nous avons connu une période d'attentats majeurs entre 2015 et 2016, que nous avons connu ici un petit ralentissement, mais qu'à partir de 2019 et 2020, nous pouvons craindre le pire, dans la mesure où les détenus qui ont été incarcérés, d'ailleurs on en a perdu la trace de 30% d'entre eux, seront dans nos rues, et nous allons avoir dans les rues françaises... S'ils sont incarcérés, on n'a pas pu perdre leur trace. Je comprends sur pas, les 260, mais sur les 258 qui sont revenus, il y en a 70 qui ont été incarcérés, et 30% dont on ne sait pas, dont on a perdu la trace. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes qui ressortent aujourd'hui en liberté dans les rues du pays. Guillaume Bernard, on a parlé de l'incarcération. Sans compter ceux qui vont encore revenir, parce que je crois que M. Castaner nous a dit qu'il voulait accueillir les djihadistes français qui étaient partis à l'étranger et qui voulaient revenir sur le territoire national. Guillaume Bernard, on parlait justement des places dans les prisons qui sont hyper saturées, un taux d'occupation global de 118%, de 143% dans les maisons d'arrêt. Alors certains ont voulu faire réouvrir le bagne à Cayenne ou plutôt au Kerguelen, c'est un peu plus isolé et un peu plus froid, mais ça nous est strictement interdit par la Convention européenne des droits de l'homme dont la France est signataire. Oui, alors là, je crois qu'il faut aussi raison garder, c'est-à-dire que s'il y a des contraintes juridiques qui sont à l'évidence contraires au bien commun, il faut parfois peut-être aussi se libérer de certaines contraintes juridiques. Vous parliez en tout début d'émission de la question de la perte de la nationalité. Je vous rappelle quand même que Maurice Thorez, qui était le patron du Parti communiste, qui appliquait le pacte de non-agression germano-soviétique et qui était uniquement titulaire de la nationalité française, avait été déchu de sa nationalité. Parfois, effectivement, il faut quand même, se libérer, de certaines contraintes qui sont, à l'évidence, contre-productives. Pour ce qui est des prisons, moi, j'avoue, je ne suis pas un partisan du tout prison. Il me semble qu'il y a un certain nombre de peines qui pourraient être parfaitement plus adaptées si, elles consistaient à faire une rétribution de l'acte. C'est-à-dire que si la personne qui a, je ne sais pas moi, par exemple, détruit un abribus, était contrainte, de travailler pour pouvoir rembourser l'abribus qui a été détruit, qu'elle s'est appropriée d'une certaine manière indûment. La prison, si vous voulez, me semble-t-il, est surtout quelque chose d'efficace comme moyen de contrainte, comme instrument au service de la réalisation de la peine et non pas comme une peine en elle-même. Et ça, c'est un enjeu philosophique, si j'ose dire, qui me paraît très important. Donc, au-delà de la nécessité peut-être temporaire et ponctuelle de construire de nouvelles places de prison, il y a sans aucun doute la nécessité de revoir, de reconcevoir la manière dont on envisage, les peines, les sanctions, et ne pas utiliser la prison uniquement comme seul et principal moyen de sanctionner les personnes. Mais vous seriez d'accord pour faire des prisons, alors c'était Nicolas Dupont-Aignan qui avait parlé de refaire le bagne au Kerguelen, etc., de refaire un bagne spécifique pour les djihadistes ? Écoutez, très sincèrement, je vais sans doute vous choquer, Philippe David, en vous disant ça, mais est-ce que vous croyez que c'est du ressort de la justice que de juger les djihadistes ? Est-ce que vous ne croyez pas que des personnes qui sont parties pour aller, œuvrer, entre guillemets, dans les rangs de Daesh, ça relève plutôt des services spéciaux ?
Vraie question, Jordan Alors Bardella. justement, et pour répondre à Jordan Bardella, qui faisait référence à Christophe Castaner, qui voulait, vous disiez, accueillir les terroristes. On va être tout à fait honnête, on va donner sa phrase complète. Il a proposé de mieux les suivre, les accueillir, effectivement, les emprisonner lorsque des actes criminels ont été commis, pour faire en sorte qu'on puisse identifier le risque. Donc au final, il va quand même dans votre sens, puisqu'il dit lorsqu'ils reviennent ils dans vont notre prendre pays, combien d'années de prison ? Il faut les emprisonner. Ça, c'est un autre sujet, mais ils en vont attendant, il propose quand même de les Ils emprisonner. vont prendre quoi ? 7, 8, 10, 15 ans et ils seront dehors 15 années après. Donc je crois que cette proposition n'est pas du tout raisonnable. Donc il faut quoi, Jordan Bardella, des peines incompressibles Oui, je pense que dans les cas de terrorisme, il faut rétablir la perpétuité réelle. La réalité, c'est que non, la perpétuité réelle n'existe pas. Elle n'est pas prononcée. Ah si, il y a 3 Vous cas en prenez France. aujourd'hui 30 ans. Maximum. Non, je vous arrête, il y a 3 cas en France. Pierre Baudin, Michel Fourniret et l'assassin de la petite Océane. La perpétuité réelle n'est plus appliquée aujourd'hui dans notre pays. Elle n'est plus prononcée par les magistrats. Le maximum que vous puissiez prendre, c'est 30 ans. Bon. Ce que vous dites est faux. À partir du moment où on a mis fin à la peine de mort, on a effondré totalement l'échelle des peines. Et je crois que dans les cas de terrorisme, il faut pouvoir appliquer une perpétuité réelle et incompressible à partir du moment où vous êtes une bombe humaine. Eh bien, vous passerez le reste de votre vie en prison. Mais que ce soit isolé. Quelle efficacité derrière les barreaux quand on sait que ces détenus. L'efficacité, c'est de protéger le pays. Et de protéger les Français. C'est aberrant ce que vous êtes en train de nous dire, Jordan Bardella. On ne peut pas protéger les Français quand on sait que les détenus qui sont emprisonnés pour radicalisation, même si vous les laissez 30 ans derrière les barreaux, ils communiquent entre eux. Non, mais moi, je ne peux pas les laisser 30 ans. Moi, c'est une perpétuité réelle. Ah non, mais ils communiquent entre eux très bien. Alors à ce moment-là, il faut mieux les isoler. Ils réseautent également. Mais totalement. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est complètement contre-productif. Non, c'est pas totalement incompréhensible. D'une part, ce n'est pas 30 ans, mais c'est la perpétuité réelle et incompressible. Et deuxièmement, évidemment qu'ils noyotent et qu'ils réseautent autour d'eux, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la prison est aujourd'hui devenue un incubateur de la radicalisation. Et on a vu un certain nombre de terroristes sur la trentaine qui ont frappé la France depuis 2012 se radicaliser derrière les barreaux. Et donc, que ce soit dans des centres spéciaux, que ce soit de manière beaucoup plus isolée dans nos prisons, ils doivent pouvoir être isolés totalement et, encore une fois, subir une perpétuité qui soit réelle et incompressible. Guillaume Bernard, lorsqu'il y a eu l'attentat de Trèbes, c'était à la fin du mois de mars, Manuel Valls voulait interdire le salafisme. Alors, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut interdire le salafisme ? En France, le cannabis, c'est interdit, pourtant, il y en a quand même. Oui, il y en a même beaucoup. Interdire une idée, c'est quand même un peu compliqué. Ah là, c'est pour ça que ça me paraît un peu démagogique. Bon, alors peut-être que c'était une formule un peu alambiquée pour dire qu'il fallait lutter contre la propagation de cette idéologie. Interdire une idéologie, c'est évidemment totalement contre-productif et généralement irréalisable. En revanche, couper la plante, la mauvaise herbe à sa racine, c'est-à-dire effectivement reconquérir le terrain par l'instruction publique. Alors évidemment, ça paraît être quelque chose qui est beaucoup plus long que la lutte nécessaire, je dirais, par la police, par les forces armées contre le terrorisme. Mais je crois qu'on ne pourra se libérer de la question de l'islamisme qu'à partir du moment où, eh bien, la question de la sécurité culturelle, la question du multiculturalisme sera véritablement prise en considération. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une idéologie islamiste dont l'objectif n'est pas de vivre en paix avec les autres religions ou avec les autres philosophies, mais qui a pour but de conquérir. Et cela depuis la naissance de l'islam. On sait bien que l'islam a conquis des territoires par les armes et il faut malheureusement le prendre en considération. Tout comme l'a fait le catholicisme. Pour pouvoir réagir. Ah non, alors ça je suis au regret de vous dire que le catholicisme n'a pas pris les armes pour pouvoir conquérir et pour pouvoir forcer et obliger à porter. D'accord, donc excusez-moi, Guillaume Bernard ou les croisades, ce ne sont pas des... Guillaume Bernard, oui, d'accord, mais ça c'est surtout les Indiens d'Amérique du Sud auxquels je pensais. Aussi. Pardon, mais aujourd'hui la menace elle est comme islamiste dans le pays. On a rarement vu quelqu'un mitrailler tout le monde au cri de Jésus revient. Enfin bon, faut quand même à un moment donné regarder les choses telles qu'elles sont. Donc on est face aujourd'hui. On est face aujourd'hui à un islamisme politique et une idéologie qui nous a déclaré la guerre et qui a tué près de 260 Français depuis 2012. Donc aujourd'hui, il faut effectivement aller déraciner le fondamentalisme islamique. Je ne sais pas si on peut parler de l'interdire, qui m'a l'air quand même assez abstrait comme idée, mais il faut commencer par fermer les mosquées radicales. Il y en a près de 120, elles n'ont pas été fermées. Il faut expulser les prêcheurs radicaux. Bonne question. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les mosquées radicales ? Il y a près de 120 mosquées radicales, mais il faut demander aux gens qui sont au pouvoir pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas des lieux. Il y a plus de 80 imams extrémistes qui ont été expulsés de notre territoire. Et il y a 120 mosquées radicales dans le pays qui n'ont pas été fermées. Voilà.
Non, mais... Il faut pas dire que interdire le financement des lieux de culte par des puissances étrangères. Parce que souvent des puissances étrangères, comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, profitent de ces fonds pour infiltrer une doctrine radicale, notamment dans nos banlieues, et endoctriner un certain nombre de jeunes issus de l'immigration qui vivent dans ces quartiers, qui voient souvent l'islam politique comme un modèle alternatif, parce qu'il est vrai que la société française aujourd'hui, quand vous transmettez la repentance de manière systématique et la haine de la France dans les écoles de banlieue, la question peut se poser. Moi, je suis élu en banlieue, je suis élu en Seine-Saint-Denis, et je me rappelle que ça avait beaucoup fait parler à l'époque, mais après l'attentat de Charlie Hebdo, dans certaines classes de banlieue, on refusait de faire une minute de silence pour les victimes de cet attentat, et que certains jeunes se laissaient aller à finalement, après tout, ils ont critiqué le prophète, ils l'ont bien mérité. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui mener une reconquête culturelle dans un certain nombre de quartiers, déraciner le fondamentalisme islamiste et le combattre partout où c'est nécessaire en faisant appliquer les lois de la République. Moi, à titre personnel, et c'est la position du Front National, je suis favorable à ce que nous interdissions le port de tout signe religieux ostentatoire dans l'espace public, parce que je crois que nous avons aussi ouvert le terreau du communautarisme, qui est lui-même le nid du fondamentalisme islamiste, qu'on le veuille ou non. Même un rabbin ne pourra pas se pas le balader avec personnel religieux. le personnel religieux. Ou existe le personnel religieux, bien entendu. Mais je crois en l'occurrence que le communautarisme est le nid du fondamentalisme islamiste. Et pour vous, dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Guillaume Bernard, la déchéance de nationalité, quelqu'un qui déteste, qui haït la France au point de tuer des Français, est-ce que vous croyez que ça lui fait de la peine qu'on lui retire son passeport ? Guillaume Bernard. Bon, on va poser la question. Jamais 203. Jordan Bardella, quelqu'un qui haït la France et qui tue des Français, ça va lui faire quelque chose ? C'est pas ça la question, c'est que à partir du moment. c'est ça que Philippe David vous la réponse n'est pas bonne, mais je crois qu'à partir du moment où vous en prenez à la France et à la sécurité des Français, eh bien vous n'allez pas faire partie de la communauté nationale. Et donc lorsque vous êtes binational et que vous vous laissez aller à des actes terroristes, eh bien oui, vous devez être déchu de la nationalité. Et c'est ce qu'avait proposé l'ancien président de la République, mais qui malheureusement a reculé. Merci beaucoup Jordan Bardella, porte-parole du FN, directeur du FNJ, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu chez Desclés de Brouwer, verdict Pierre Maël. 83% de nos auditrices et auditeurs sont d'accord avec vous quand vous dites stop à la démagogie, Philippe David. Et de 19h à 20h, c'est Prenez la parole où on va parler encore politique. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Le Grand Soir Sud Radio.